Bien, écoutez, nous sommes entre amis. Nous sommes entre amis, puisque là, vous voyez, je viens de saluer Mathieu, qui est votre guide, votre coach, et qui donc assure auprès de nous tous ce lien fantastique grâce à son sens à la fois de l'amitié et puis son sens aussi de l'humanité. Hein. C'est grâce à lui souvent qu'on vit tous ensemble comme ça, et ça je veux lui rendre hommage en cette fin, en ce milieu de semestre, sachant que son rôle est reconnu de tous. Et puis surtout, et pas surtout, mais en même temps, comme dirait l'autre, en même temps, l'amitié pour moi est totalement incarnée aujourd'hui avec bonheur et joie par mon voisin Claude Lemel. Alors je ne sais plus, c'est toi qui me demandais tout à l'heure quand j'ai connu Claude Lemel, et on ne sait pas. Donc en réalité, à un moment donné, on ne sait plus, ça n'a plus tellement d'importance, hein, et c'est surtout le désir de se revoir, le désir de continuer ensemble les aventures qu'on a amorcées il y a 20, 30 ans, 50 ans, peut-être, j'en sais rien, dans l'édition, dans la chanson, dans le spectacle. Et comme je vous le dis toujours, et c'était vrai il y a le mois dernier avec Michel Vieuverka, tout ça, ça compte pas pour nous. Le principal, c'est que j'appelle Claude, même si je ne l'ai pas appelé pendant 5 ans, ou Michel, même si je ne l'ai pas appelé pendant 3 ans, ou Eliette, que vous verrez le mois prochain, mais c'est comme si c'était la veille. Hein. C'est ça nos métiers. Nos métiers, c'est cette proximité d'esprit, de cœur, hein, qui nous fait vivre et grâce à quoi on vit aussi. Donc voilà, ça c'est pour vous dire de façon générale dans quelle atmosphère on inscrit ces rencontres avec vous et ce qu'on essaye de vous transmettre, de ce qui est peut-être le plus cher en nous dans ces métiers, dans ces professions d'échange, de soutien et puis de réussite, hein, puisque en fait quand on pense Michel Vieuverka, on pense Claude Lemel, quand on pense Eliette Abé-Cassis, hein, on pense à des personnes qui ont des œuvres absolument extraordinaires derrière eux. Alors l'œuvre de Claude, c'est spécial, c'est une œuvre d'auteur de chansons. Quand j'ai pris contact avec lui pour lui demander de faire cette conférence il y a quelques mois, et je rappelais qu'il avait donc eu des fonctions éminentes à la SACEM. Il m'a dit, mais c'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est d'être auteur de chansons. Bon, et c'est vrai qu'en même temps qu'il me disait ça, le lendemain, en venant à Paris en voiture, je l'entendais raconter ses souvenirs avec Beko, hein, puisque tu as fait une très belle émission récemment où tu rappelles effectivement que les 10 dernières années de Beko, tu l'as accompagné. Plus que ça. Plus que ça. Les 25 dernières années. Les 25 dernières années. Et j'ai écrit un bouquin sur Beko, surtout. C'est pour ça que j'avais été interviewé en radio. Mais tu avais eu l'élégance de ne pas parler du livre à la radio, tu vois, c'était vraiment déjà formidable. Mais j'attendais que le journaliste en parle. Bon. Mais les journalistes, malheureusement, ne sont pas toujours au courant des livres que nous faisons. Enfin bon, peu importe. Alors, Beko, mais c'est surtout ce que tu m'avais dit. Là, tu vas peut-être commencer par ça, parce que ça, c'est émouvant de penser que tu as commencé ta carrière de l'autre côté des carreaux, qui est ici, au 28 rue d'Assas, auprès du chanteur auquel ton nom est indiscutablement lié de façon définitive, Joe Dassin. Tu nous racontes peut-être ça pour commencer? Oui, enfin, je n'ai pas vraiment commencé là, mais c'est un souvenir pour moi très, très chaleureux, très fort, très émouvant de me retrouver ici, juste en face de cet endroit où, pour Joe, j'ai écrit beaucoup de chansons, donc au 28 rue d'Assas. Bon, escalier D, 5e étage, à gauche en sortant de l'ascenseur, vous voyez, je m'en souviens encore. On a écrit vraiment beaucoup d'œuvres dans cet appartement de la rue d'Assas. Et c'est vrai que me retrouver ici, ça remue quelque chose en moi de très fort. Et bon, et j'ai même d'ailleurs, juste avant de venir te retrouver devant le 74, j'ai appelé la première épouse de Joe, Maryse Dassin, qui est encore de ce monde et qui donc était sa compagne quand il habitait au 28 rue d'Assas. Et je lui ai dit, voilà, écoute, je suis en face du 28 et
je vais intervenir devant des étudiants. Et j'ai le trac et je suis ému, et voilà. Bon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose pour moi c'est un lieu qui compte, mais c'est pas exactement mes débuts. Bon, j'avais 25 ans. Alors, tes débuts, tu as commencé quand tu étais en Hippocagne et Cagne, tu m'as dit H4. Ouais. Et puis c'est là que tu as connu des cagneux qui t'ont ouais, c'est grâce à mes copains d'Hippocagne que j'ai finalement fait le métier d'auteur de chansons, parce que moi j'étais hyper timide, et j'avais osé montrer mes chansons à quelques copains comme ça, et ils trouvaient que c'était bien. Alors à ma grande stupéfaction, et donc c'est eux qui m'ont poussé déjà à continuer à écrire, à en écrire d'autres, et puis ils m'ont carrément forcé la main. Je veux dire, ils m'ont inscrit dans un concours de chansons. Alors ça, c'était pendant mon année de Cagne, donc c'était 64, 65, et il y avait un concours à la télévision tous les dimanches qui s'appelait le Jeu de la chance. Bon, alors, évidemment, ça vous dit rien. Mais ça avait lieu toutes les semaines, et c'est quand même l'émission qui a sorti entre autres Thierry Leluron, Mireille Mathieu et beaucoup d'artistes. Et donc chaque semaine, il y avait quelques jeunes comme ça qui se présentaient, qui concouraient, et ils m'ont inscrit à mon corps défendant. Hein. Moi je traînais beaucoup des pieds, mais je suis quand même allé passer l'audition. Et puis j'ai été retenu pour l'émission, et donc j'ai fait cette émission. Alors à l'époque, vous savez très bien, il n'y avait qu'une seule chaîne à la télévision. C'est pas comme aujourd'hui, hein, il y en a des centaines et des centaines. À l'époque, il y avait une seule chaîne en noir et blanc. Bon, et donc le dimanche, tout le monde était devant son poste. Donc si vous faisiez une télé, moi j'avais 19 ans et demi, alors je vous raconte pas dans quel état j'étais, c'était absolument atroce. Le fait d'être tout jeune comme ça et de se dire, il y a 10 millions de personnes qui sont en train de me regarder, c'est absolument effrayant. Bon. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait deux jeunes filles qui faisaient le concours avec moi, et qui ont dû me trouver sympa, et qui m'ont dit, ah tu sais, nous on fait une école, on est chez Mireille, au petit conservatoire de la chanson. Bon, alors c'est pareil, c'est une chose dont, évidemment, vous n'avez jamais entendu parler, mais à l'époque, c'était très important. C'était un peu, si vous voulez, comme la Starac d'aujourd'hui ou The Voice, sauf que c'était dirigé par quelqu'un de très, très, très compétent. Parce que Mireille, c'était une artiste qui avait vraiment révolutionné la musique de chanson entre les deux guerres. Bon, c'est elle qui a avant-traîné importer des États-Unis les rythmes américains, le jazz, les harmonies à la Gershwin. Et donc elle avait ouvert ce petit conservatoire en 1955 sur les conseils de Sacha Guitry, un grand auteur de théâtre et de films. Et donc c'est une personne qui vraiment connaissait le métier parfaitement. Et c'était un guide formidable. Donc j'ai auditionné dans ce petit conservatoire, j'ai été retenu aussi. Et ce qui fait que pendant mon année de Cagne, au début, j'ai fait beaucoup de latin, beaucoup de grec et beaucoup de littérature et un peu de chansons. Et malheureusement, en juin, je faisais beaucoup de chansons et très peu de latin, très peu de grec et très peu de littérature française. Si bien qu'évidemment, le concours de la rue d'Ulm, je me suis ramassé. Ça, c'était écrit, mais je me suis ramassé volontairement. C'est-à-dire que j'ai fait absolument n'importe quoi parce que je ne voulais pas rentrer rue d'Ulm. On avait un sujet de philo, je me souviens très bien, qui était idée, point virgule, idéal. Déjà, vous voyez un peu, idée, point virgule, idéal. Et je suis sorti au bout de 2 heures, parce qu'il fallait quand même qu'on reste 2 heures, en rendant une copie où il y avait marqué « L'idéal serait d'avoir des idées ». Et je suis sorti, j'ai eu 3. Mais si je comprends bien, tu étais chanteur aussi, donc à cette époque-là. Non, je n'étais pas chanteur, mais je voulais écrire des chansons pour les autres. Mais quand on n'a pas d'interprète, j'avais pas d'interprète, je connaissais personne, moi, dans ce milieu-là. Alors on est bien obligé de chanter ses chansons soi-même, donc je les chantais moi-même, mais avec ma timidité
qui était vraiment épouvantable. Enfin, ça s'est pas beaucoup arrangé, mais je fais bien semblant maintenant. Et puis un petit cheveu sur la langue en plus qui arrangeait pas grand-chose pour chanter. Bon, dès que j'ai trouvé des gens pour chanter mes chansons, j'ai dit Alléluia. Et bon. Écoutez, moi je l'ai entendu chanter. Je peux vous garantir que à 2 h du matin, il chante encore très bien. Donc. Oui, mais il n'est pas encore 2 h du matin. Voilà, c'est absolument ce que je pense aussi. Je n'osais pas le dire, tu vois. Bien. Voilà, donc si aujourd'hui je fais ce métier improbable et extraordinaire d'auteur de chansons et que j'ai vécu toute ma vie grâce à ça, bah au fond c'est grâce à mes copains de Cagnes. Oui, voilà. Alors les premiers pour qui tu as écrit? Alors bon, c'est évidemment les copines et les copains du Petit Conservatoire de Mireille. Et puis, il s'est trouvé qu'il y avait un endroit formidable, alors ce que vous appelleriez aujourd'hui une scène ouverte, ça existe encore. Hein. Bon, ça se passait boulevard Raspail, au Centre américain d'étudiants et d'artistes. Aujourd'hui, c'est la Fondation Cartier, c'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et je suis allé chanter là, parce qu'un copain du Petit Conservatoire m'avait dit « tu devrais y aller ». Alors c'était sympa comme tout. Bon, il y avait plein de jeunes qui débutaient, dont Alan Steven, Maxime Le Forestier, Dick Hangarn, etc. Et puis un soir, tout à fait par hasard, parce qu'il habitait à côté, il y a un grand mec américain qui est venu et qui m'a interpellé parce qu'il avait aimé mes chansons. Et c'était Joe Dassin, voilà, qui débutait lui aussi, qui était aussi un ex-étudiant comme moi. Lui, il avait fait un master en anthropologie aux États-Unis. Donc, on avait beaucoup de points communs. Bon, on était deux, au fond, de vieux étudiants, de vieux potaches, quoi. Et puis, bon, il jouait très bien de la guitare. Il chantait du folk à l'époque. Bon, ça m'a plu tout de suite. On a sympathisé. Et puis, bon... tu nous rappelles quelques-uns de tes grands titres avec Joe? Joe Dassin? Oui. Oh, bah, il y en a 130, alors on va pas les... Non, mais les trois premiers. Alors, et si tu n'existais pas? L'été indien, et si tu n'existais pas, À toi, qui est beaucoup reprise en ce moment. Il y a une reprise de M et de Garou aussi, actuellement. Salut les amoureux, ça va pas changer le monde, etc. Enfin, il y en a beaucoup. Quand on prend un chef-d'œuvre, effectivement, comme l'été indien, moi je dis bien un chef-d'œuvre, moi je suis un littéraire comme toi, mais ça dépasse tout. Alors comment ça te vient, l'esprit, comment c'est né et comment ça a été développé par Joe? Alors d'abord, c'est un texte qu'on a écrit à deux, Pierre Delanoë et moi. Voilà, bon, parce qu'on aimait beaucoup travailler ensemble. Comme on était très 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 différents, lui et moi, on était hyper complémentaires. Donc on adorait travailler ensemble. Et bon, on est parti avec cette musique à Deauville. Travailler, je l'ai écouté, j'ai senti tout de suite qu'il y avait un contraste important entre le couplet paré et le refrain, que le couplet était plutôt nostalgique et le refrain plutôt positif. J'ai dressé le schéma de la chanson, on a commencé à écrire ensemble au fil de la plume, comme ça, et à un moment, comme il était allé aux États-Unis l'année précédente, et il avait connu l'été indien là-bas fin octobre, une très belle saison. Il a mis là-bas, on l'appelle l'été indien, comme ça, sans réfléchir. Et je lui ai dit, mais attends, t'es complètement fou là. Bon, faut pas laisser ça dans le refrain. Cette histoire d'été indien, c'est formidable, c'est trop beau. Il faut que ça soit le titre de notre chanson et qu'il faut le mettre à la fin du refrain. Et donc, par exemple, l'été indien, ça a été créé en quelle année? Ça a été 75. 75, il y a le succès immédiat? Ah, incroyable. Incroyable. Tout de suite. Ah oui, ça a été fulgurant. Alors comment il explique ça, justement, qu'une chanson... Non, le succès ne s'explique pas. Ça, le succès ne s'explique pas. Bah, on m'a souvent demandé comment on fait un succès, comment on fait un tube. Nous, on fait des chansons. Celui qui fait le succès, c'est le public. C'est pas nous. Nous, on fait des chansons. On apporte exactement la même attention, le même soin, le même travail à toutes les chansons qu'on écrit. Et puis, de temps en temps, il y en a une qui sort du lot parce qu'elle touche le public. Et ça, on ne sait jamais pourquoi. Moi, je me souviens, un jour, j'avais reçu une chanteuse que tu connais peut-être, bon, sans doute pas eux. C'est une chanteuse un peu révolutionnaire qui s'appelle Catherine Ribeiro.
Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Absolument, Catherine. Voilà, bon. Alors, c'est vraiment l'égérie de mai 68, vous voyez, la chanson de la Passionnariat, qui écrit des choses très engagées, très dures, bon, très fortes comme ça, bon, évidemment très revendicatives, la plupart du temps très agressives. Bon, alors je la reçois, on discute ensemble, etc. Et à la fin, elle me regarde, me fait « Monsieur Lemay, je peux vous poser une question ?» Alors je lui dis « Oui, bien sûr, Catherine. » Je dis « Comment on fait un tube ?» Catherine Ribeiro qui me demande ça, c'était ahurissant. Bon, voilà. Je lui ai dit « J'en sais rien. » Parce que c'est vrai, je ne sais pas. Alors, si on revient sur Joe Dassin, justement, cette carrière qui va durer combien de temps? Une dizaine d'années? Pas très longtemps, parce qu'il est mort très jeune. Il est mort à 41 ans. 41 ans, ouais, oui. On a travaillé ensemble. Et comment tu pourrais caractériser cette histoire extraordinaire de cette aventure, le mail Dassin? Quand tu y réfléchis, quand tu dis avant d'arriver ici, tu as téléphoné à son ancienne femme, ça veut dire que c'est toujours présent dans ton esprit, dans ton cœur. Et justement, ce qui est présent, c'est aussi ces grands souvenirs, je suppose. Et qu'est-ce que ça dit? Comment tu expliques ça? Ça dit une formidable histoire d'amitié. Bon. Alors, je ne vais pas, une fois de plus, rappeler le chapitre de Montaigne dans les essais sur l'amitié, mais c'est un chapitre essentiel. Je crois qu'on n'a jamais aussi bien défini l'amitié que lui. Alors, tout le monde connaît la phrase « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Je crois qu'elle s'applique très bien à Joe et à moi. Mais il y a une autre phrase dans ce chapitre qui m'a toujours troublé et que je trouve aussi forte que « parce que c'était lui, parce que c'était moi ». À un moment, il dit... avant que de nous connaître, nous nous embrassions par nos noms. Et ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'ils avaient entendu parler l'un de l'autre et que déjà, il y avait quelque chose qui les troublait et qui leur semblait être annonciateur d'une grande aventure humaine, d'une grande amitié. Et je crois que pour Joe, c'était pareil. Moi, j'avais entendu parler de lui et ce mec, je ne sais pas pourquoi, ce qu'il était, ce qu'il chantait, ce qui se dégageait de lui, ça m'attirait incontestablement. Et lui, évidemment, il n'avait pas entendu parler de moi parce que personne ne parlait de moi. Mais dès que j'ai ouvert la bouche à la première chanson que j'ai chantée dans ce fameux centre américain, il s'est passé quelque chose. Il s'est dit, ce mec-là, je veux travailler avec. Donc, la phrase de Montaigne, avant que de nous connaître, nous nous embrassions par nos noms, je pense qu'elle s'applique bien à nous. C'est une fantastique histoire d'amitié qui s'est malheureusement arrêtée très tôt, très prématurément, parce que perdre quelqu'un qu'on aime vraiment très, 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 très fort, c'était une amitié très forte, très, très forte. Alors qu'il a 41 ans, moi j'en avais 35, c'est dur. Et il me manque toujours. Et comment expliques-tu la postérité étonnante de Joe Dassin? Parce que ça reste, il y a tellement eu de figures qui ont disparu, ou bien des grandes figures qui ne sont pas cultivées à leur hauteur. On parlait de Gilbert Bécaud tout à l'heure, que tu as très bien connu et qui tu as beaucoup travaillé aussi. Et il faut bien dire que Bécaud, malheureusement, malgré les anniversaires qui se sont succédés, n'arrive pas à retrouver la place qu'il mérite dans cette chanson française, alors que Dassin est présent et constamment présent. Je suis certain que les jeunes qui sont là connaissent le nom de Dassin et probablement les 2 ou 3 grandes chansons, ils savent... Je ne me l'explique pas. Bon, c'est vrai que c'était un énorme travailleur. Bon, c'était quelqu'un de très, très intelligent. C'était quelqu'un de très exigeant. Alors évidemment, sur le moment, on râlait parce que c'était vraiment terrible. Sur chaque chanson, il fallait recommencer, mais je ne sais combien de fois. Il était très, très, très pointilleux, très vétilleux. Avec Pierre Delanoë, on avait trouvé un surnom pour lui. On disait que c'était un mec attachant. Alors il était vraiment les deux. Hein. Mais quand on voit le résultat, finalement, on se dit qu'il a eu raison de nous embêter à ce point-là. Il avait une formule très, très jolie. Je trouve que c'est formidable pour parler de la chanson. Il disait, quand on ne trouvait pas, il disait « cherchez, cherchez. Dans le nirvana des chansons, la phrase existe. » Voilà.
C'est-à-dire qu'il avait cette espèce d'idée très poétique, je trouve, qu'il y avait quelque part un nirvana des chansons où toutes les chansons à écrire étaient déjà écrites dans leur forme idéale et qu'il fallait faire l'effort d'aller les choper, les chercher. Je trouve ça vraiment très joli comme idée. Et un jour, il avait dit ça à une journaliste. Et la journaliste lui avait dit « Ah, mais c'est beau, vous êtes un poète ». Et il avait répondu « Non, un explorateur ». Voilà. Cet après-midi, avec les étudiants, on travaillait sur le dialogue au cinéma. Et puis, je leur disais, quand vous voulez écrire une scène, comme une scène de séduction, par exemple, il faut d'abord connaître toutes les scènes de séduction qui ont été faites, à la condition de les connaître et surtout de les oublier lorsque vous écrivez. Parce que si vous ne les connaissez pas, vous ne savez pas faire une scène de séduction, mais si vous les imitez, vous ne savez toujours pas en faire une. Et le problème, c'est de les connaître pour les oublier. Ça correspond à peu près à ce que tu es en train de dire. C'est pareil pour les chansons. C'est pareil pour les chansons. Ce qui va souvent faire la différence dans une chanson, c'est exactement le contraire de ce que vous disent les directeurs artistiques. C'est-à-dire, c'est le petit apport, l'ajout insolite. Bon, pour vous donner un exemple, l'été indien, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent cette chanson. Bon, quand on a apporté le texte à Jodassin, lui, c'était un homme extrêmement intelligent, donc tout de suite, il a adopté le texte. C'est un des 2 seuls textes sur les 130 que j'ai écrits où il ne m'a pas demandé de changer un seul mot. Bon. C'est rare, hein. Il y en a 2 comme ça, il y a À toi et l'été indien. Bon, et quand le directeur artistique est arrivé, je lui ai chanté le texte, c'était moi qui montrais les textes. Bon, et il m'a dit, ah, formidable, très beau texte, il y a 2 choses qu'il faut changer, c'est l'été indien parce que personne ne sait ce que c'est, et la robe de Marie Laurencin parce que personne ne sait qui c'est. Et c'est les 2 trucs qui ont fait marcher la chanson. Donc... Mais il ne faut pas écouter les directeurs artistiques. Mais à 2h du matin, non seulement tu chantes, mais tu joues aussi de la guitare. Et donc, Ah oui, mais je fais plein d'autres choses à 2h du matin. Oui, mais enfin, il ne faut pas raconter ça aux étudiants, c'est pas la peine. Non. Mais d'autant plus que je ne l'ai pas accompagné, donc il vaut mieux oublier tout ça. Et donc, mais par contre, ce qui est certain, c'est que tu joues de la guitare. Voilà. Oui, oui. Et donc tu connais la musique. Alors, tout ça, c'est pour arriver à la musique, justement, la relation avec la musique. Parce que tu n'es pas simplement auteur de chansons, tu crées la musique en même temps. Non. Moi, c'est très rare que tu l'entends dans ta tête, Non, mais là, par exemple, pour l'été indien, on avait la musique était déjà faite. Bon, donc, on a fait le texte sur la musique. De toute façon, moi, je préfère nettement écrire les textes sur la musique, sur une musique déjà composée. Bon, la musique est inspirante. Il est clair que si on n'avait pas eu cette musique-là, on n'aurait pas écrit l'été indien. C'est sûr. Et la musique était de qui ? Toto Cutugno, un compositeur italien. Mais l'histoire de Marie Laurencin, c'est assez drôle parce que, alors non seulement on l'a gardé, contrairement à ce que demandait le directeur artistique, mais je pense que c'était un des éléments du succès de la chanson. Et alors, ce qui est absolument ahurissant, c'est que l'été indien, on l'a fait rentrer dans le dictionnaire, dans le Petit Larousse, parce que ça n'existait pas avant. Hein. Maintenant, vous êtes habitués, tout le monde parle de l'été indien, mais avant la chanson, personne ne parlait d'été indien en France. On parlait de l'été de la Saint-Martin, on parlait de choses comme ça, mais l'été indien, ça n'existait pas. Donc on a fait rentrer l'été indien au dictionnaire, et puis on a fait monter la cote de Marie Laurencin. Alors là, c'est encore plus incroyable, quoi. C'est une petite chanson qui fait monter la cote d'un grand peintre. Bon, c'est comme ça, c'est bizarre. Alors Bécaud, parlons un peu de Bécaud, parce que je dis tout à l'heure, je t'avais entendu parler de Bécaud et ça m'avait beaucoup intéressé et ému. Donc en fait, tu l'as accompagné pendant 25 ans, je ne savais pas que c'était aussi long. Et de 77 à... Un autre personnage, un personnage beaucoup plus difficile, beaucoup plus... Non, je ne dirais pas ça. Non. C'était aussi un scorpion, comme Joe. Donc quelqu'un de très tourmenté, très angoissé, comme Joe. C'était un homme, alors beaucoup moins cultivé que Joe. Bon, c'était un autodidacte. Il n'était pas con du tout, pas sot du tout, hein, mais bon, il n'avait pas cette grande culture universitaire que Joe pouvait avoir. Bon, c'est un homme extrêmement instinctif. Alors, un magnifique mélodiste.
c'est quand même un des seuls compositeurs français qui a des standards. Vous savez, ce qu'on appelle un standard, c'est un succès mondial. Hein. Des chansons comme Et maintenant, Et maintenant, c'est un succès mondial. Bon, ça a été repris dans le monde entier. Ça a été chanté par Frank Sinatra, par Elvis Presley, par Barbara Streisand, etc. Et il y a des reprises encore aujourd'hui. Bon, c'était quelqu'un, non, il était plus facile à travailler quand même que Joe, que Dassin, mais il avait un gros défaut, c'est qu'il voulait absolument chercher le succès. Et ça, c'est une grosse erreur. Quand on cherche le succès, on ne le trouve jamais. Voilà. Bon. Alors, il me disait toujours, non, mais moi, je ne veux pas faire des chansons pour faire des chansons, je veux faire des tubes. Mais je lui dis, mais ça ne marchera pas. Bon, fais des chansons, fais les meilleures chansons possibles. Et c'est pour ça qu'à partir d'un certain moment, il a fait énormément de succès, Beko, énormément, bon, dont, encore une fois, des succès internationaux. Il a travaillé aussi avec des Américains, comme Neil Diamond, comme Stevie Wonder, etc. Bon, mais à partir du moment, le succès l'a quitté. Parce que le succès, c'est quelqu'un qui vous échappe quand on veut trop le courtiser. Voilà, bon. Et Beko a fait cette erreur-là, et à partir du moment où il a travaillé dans cet état d'esprit-là, le public l'a un petit peu boudé, et ce qui fait qu'aujourd'hui encore, il vit une espèce de purgatoire médiatique qui n'est pas normal, parce qu'il a écrit des chansons extraordinaires, mais qui peut malheureusement s'expliquer par cette quête effrénée du tube qui ne devrait jamais perturber un créateur. Et qui t'a le plus surpris dans le métier? Oh là, tous, ils m'ont tous surpris. Dis, fais la liste alors. Ces artistes-là sont en général des personnalités exceptionnelles. Bon, quand même, un des plus surprenants, c'était Dassin. Hein. Bon, ouais. Certainement. Parce que il y avait une étendue de culture, un don musical. C'était un mec qui avait une oreille extraordinaire. Quand on faisait un mixage, alors les mixages, c'était pas du tout comme aujourd'hui. Hein, c'était avec des bandes, alors vous savez, on coupait des bouts, etc. S'il manquait un quart de seconde, il l'entendait. Il l'entendait, chose que personne d'autre n'entend. Hein. Il avait vraiment cette oreille exceptionnelle. Il avait une voix exceptionnelle. C'est sans doute ce qui explique aussi la pérennité du succès. Mais j'en ai des témoignages toujours. C'est extraordinaire, parce que là, on me parlait tout à l'heure de l'enterrement d'une jeune femme, bon, qui a un fait divers épouvantable. Lola, c'est ça? Voilà. Bon, ils ont passé du Dassin. Bon, il y a des reprises tout le temps. Je vous dis, une reprise de M, de À toi, de Garou, là j'ai une reprise de Christophe Maé, enfin bon, ça n'arrête pas. Et il y a une pérennité de l'œuvre qui évidemment me surprend, et qui évidemment aussi me fait un très très grand plaisir, parce que Joe, de son vivant, il faut bien le dire, il a quand même été un peu méprisé par l'intelligentsia, et souvent par des gens beaucoup moins intelligents que lui, mais enfin c'est comme ça. Et il en a beaucoup souffert. Des gens qui lui reprochaient de composer et de chanter des chansons populaires, comme si le fait d'être populaire, c'était dévalorisant. Non, ce qui est populaire, c'est en général ce qui va jusqu'au peuple, et le peuple, je crois que c'est la chose la plus noble qui soit, non ? Alors, j'ai jamais compris là, cette espèce de querelle un peu étrange et déplacée, quoi. Mais ça lui a fait beaucoup de mal. Il était assez malheureux de ça. Je me souviens d'interviews qu'il a subies, par exemple, il y avait une émission qui s'appelait À bout portant, et la journaliste, qui était un peu 68 heures d'attardée aussi, voulait absolument lui faire dire que, par rapport à son père, Jules Dassin, grand réalisateur, de gauche, chassé par le macartisme, lui chantait des conneries, etc. Et lui, il disait, mais pas du tout, non, pas du tout. Je chante exactement ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de chanter, et je suis très fier de ce que je chante. Et il avait raison, puisque, regardez, 42 ans après sa mort, il est toujours là, et vraiment bien là. Et cette journaliste-là, évidemment, plus personne n'en a jamais entendu parler. Alors revenons à ma question, justement, quels sont ceux, en dehors de Joe Dassin, qui t'ont beaucoup marqué en tant que
sur le plan artistique, je dirais peut-être. Quels sont ceux qui t'ont surpris comme Bah, encore une fois, pratiquement tous. Hein, tous ces grands artistes-là sont des gens qui, la plupart du temps, sortent de l'ordinaire. Bon, évidemment, Reggiani. Bon, Reggiani. Serge Reggiani. Bon, alors, je ne sais pas s'ils connaissent Reggiani. Bon, c'est un immense comédien. Un immense comédien qui s'est mis à chanter à 45 ans. Bon, voilà. Grâce à un grand découvreur de talent qui s'appelait Jacques Canetti. Donc, sur lequel un livre vient de sortir. Oui, et ben, juste titre. Hein. Parce que des grands découvreurs de talent comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vraiment très utile. Mais Jacques Canetti a découvert tout le monde quasiment. Extraordinaire, extraordinaire. Bon, de Boris Vian à Jacques Brel. En passant par Ferré, etc. Énormément d'artistes. Et c'est lui qui a eu l'idée de faire chanter Reggiani, demander à Reggiani de chanter, qui ne voulait pas tellement... Mais Reggiani, tu as écrit plusieurs chansons pour Reggiani. Ah, 84. 84. 84, c'est plusieurs quand même, oui. Oui, non, je ne savais pas que tu en avais écrit autant pour Reggiani. Ouais. Mais non seulement j'ai écrit les chansons pour lui, mais j'étais aussi son directeur artistique. Ah, tu étais son directeur. Alors, en quoi ça consiste, directeur artistique, exactement? Bah, ça consiste à essayer de trouver pour l'artiste les meilleures chansons possibles et ensuite à le diriger en séance. Parce que Serge était un merveilleux artiste, un merveilleux comédien, mais malheureusement, il avait un gros problème. Que j'ai subi avec quelques autres artistes, hein, c'est-à-dire qu'il était alcoolique. Et donc, diriger quelqu'un d'alcoolique, c'est vraiment très, très, très difficile. Il faut faire preuve de beaucoup de psychologie, beaucoup de doigté, en même temps avoir un petit peu d'autorité, de fermeté, parce qu'il ne faut pas tout leur passer. Et donc, moi qui suis hyper timide, avoir de l'autorité avec un mec que j'admirais complètement et que je connaissais depuis que j'étais tout petit, c'était pas simple. Mais être chanté par lui, c'est un bonheur formidable. C'était un immense interprète. Bon, dans la vie, c'était un homme un peu compliqué, un peu torturé, et pas toujours très gentil. Mais j'ai un proverbe pour ça, bon, perso, que vous pouvez méditer. À l'occasion, c'est on reconnaît l'étendue de son action au nombre d'ingrats qu'on fait. Voilà. Bon. Je crois que tu as écrit une chanson pour Holiday aussi. Ah, Johnny, pour plusieurs. Tu as écrit plusieurs. Oui. Parce qu'on en avait parlé d'une à un moment donné, je me souviens, tu en sortais, il y en a eu bien longtemps. Mais raconte-nous ça alors. Avec ce que je sais que c'était. Non, mais Johnny, c'était beaucoup plus simple. Ah oui? Beaucoup plus simple. Lui, d'abord, il avait un talent et un instinct de chanteur incroyable, quoi. Incroyable. Tu le mettais devant un micro et paf, ça sortait. Oui, j'avais écrit une chanson pour lui qui s'appelait Signe extérieur de richesse, qui était un truc un peu marrant, parce qu'il avait de l'humour, hein, Johnny. Bon, contrairement à ce que les gens pensent, il avait beaucoup d'humour. Et donc, à un moment, il voulait qu'on parle de ces fameux signes extérieurs de richesse, qui l'énervaient un peu, forcément, parce qu'il payait beaucoup d'impôts quand il avait les moyens de les payer. Et à un moment, je disais, c'est ma famille, elle est nombreuse, mais elle est plus suspecte encore, la majorité silencieuse, depuis que le silence est d'or. Bon. Et alors, il s'arrête de chanter, il me fait, Claude, je comprends rien à ce que tu as écrit, mais je le chante quand même. Bon. Et il est retourné au micro et il a chanté, exactement comme s'il comprenait très bien. Je pense qu'il comprenait très bien. Il me charriait. Ah ouais, il me charriait, bien sûr. Oui. C'était un pince sans rire, Johnny. Il aimait bien se foutre de la gueule de ses amis comme ça. Bon. Et il l'a chanté avec énormément de conviction et tout s'est bien passé. Mais j'aimais beaucoup travailler avec lui parce que c'était assez étonnant quand même, parce que ce mec qui avait été une star à 16 ans, c'est quand même pas facile de devenir une star à 16 ans. Bon, il n'a pas eu d'adolescence du tout. Il est passé directement d'une enfance de merde, hein, vraiment, où il était ballotté, de province en province, avec des cousins qui l'avaient plus ou moins adopté. Enfin bon, il n'a pas eu une enfance très heureuse. Et brusquement, à 16 ans, il devient vedette. Et ce mec-là, franchement, il était resté tout à fait simple. Et j'en ai connu quelques-uns qui avaient la grosse tête, hein.
Mais alors lui, pas du tout. Et ça, c'est chouette. Bon, il était, bon, c'est un mec normal. Alors, parmi les mecs normaux d'aujourd'hui, qui aimes-tu bien parmi nos chanteurs actuels? Oh, bah, il y en a plein. Bon, dis-moi les pleins, alors raconte-moi alors, vite le sac. Bah, moi, il y en a un que j'aime particulièrement, mais ça, je vais évidemment étonner personne, c'est Stromae. Mais il y a un chanteur formidable qui est moins connu que Stromae, mais quand même, ça commence à venir. Puis c'est aussi un auteur de livres. C'est un Burundais qui s'appelle Gaël Faye. Et ça, Gaël Faye, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il a une plume, ce mec-là, il écrit, mais c'est vraiment très, très, très fort. Très, très, très fort. J'aime beaucoup. Puis bon, il y en a d'autres. J'aime beaucoup la sensibilité de Jeanne Chéral, certains groupes aussi, des rappeurs, enfin bon, il y a un peu de tout, un peu de tout. Bien, alors voilà, on a eu un petit dialogue ensemble. Maintenant, je pense que l'échange doit s'ouvrir vers vous, les étudiants. Est-ce que je peux avoir un dialogue avec une bouteille d'eau, c'est possible ou pas? Oui, si quelqu'un a bien... Parce que là, je vais finir par crever de soif. Quand tu es dans le désert, depuis trop longtemps. Bon, voilà, Mathieu va trouver le moyen de régler... Non, c'est vrai. Quelqu'un qui... Pas dire que je fasse preuve d'une exigence insupportable en demandant une bouteille d'eau. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On répond aux questions. Maintenant, on va parler ensemble, on va tous parler, discuter ensemble. Maintenant, je pense qu'ils vont sortir de leur propre timidité pour s'exprimer. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas timides, parce que, alors, il n'y a rien de plus pénible pour un timide qu'un autre timide. Ça, oui, il y a une pièce de La Biche, je crois. C'est les deux timides. Les deux timides, effectivement. J'adore La Biche. Il y a une pièce de La Biche qui commence par cette phrase merveilleuse. Ces deux bourgeois qui parlent ensemble, évidemment. Bon, La Biche a passé son temps à fustiger la bourgeoisie de la fin du 19e siècle. Et il y en a un qui dit à l'autre, c'est pas pour me vanter, mais il fait drôlement chaud aujourd'hui. Bon, je trouve que c'est un très bon début de pièce. Alors, qui parmi les étudiants... Oui, allez, vas-y. Bonjour. Moi, j'avais une question, c'est si vous aviez un conseil à donner là, à des jeunes auteurs, compositeurs, interprètes qui veulent se lancer, ce serait quoi? Eh bien, il n'y en a qu'un seul. C'est surtout de garder la passion qu'on a du début à la fin, de ne jamais perdre un milligramme de passion, et puis de bosser, quoi. De bosser. Alors, bon, faut pas se voiler la face. C'est plus difficile aujourd'hui d'être un auteur pour les autres que de mon temps. Quand j'ai débuté, il y avait beaucoup d'interprètes, beaucoup d'interprètes. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, les gens se sont mis dans la tête que quand on est chanteur, il faut aussi écrire ses chansons. Or, bon, pas la peine d'être sorti de Polytechnique, comme disait ma mère, pour comprendre que c'est pas parce qu'on a une belle voix qu'on a une belle plume. Bon, ce sont deux choses radicalement. C'est d'ailleurs pas parce qu'on a une belle plume qu'on a une belle voix non plus. Bon, c'est le talent de l'interprétation, le talent de l'écriture et le talent de la composition sont trois talents totalement différents. Pour avoir les trois ensemble, il faut avoir vraiment le cul bordé de nouilles. Il faut vraiment avoir beaucoup de chance. Alors, aujourd'hui, moi, je fais énormément d'ateliers d'auteurs avec des jeunes. Beaucoup. J'en ai 4 à Paris, j'en ai 6 en province. Je n'arrête pas d'essayer d'aider les jeunes à peaufiner leurs textes, à aiguiser leurs plumes. Bon, je fais tout ça bénévolement, bien entendu, parce que quand on a eu la chance, comme moi, de vivre toute sa vie avec un métier comme le mien, on est redevable à la vie de la chance qu'elle vous a donnée. Donc, pour tout transmettre, évidemment, c'est gratuit. Mais souvent, je suis un petit peu désespéré parce que je vois des gens qui écrivent très bien et qui ne trouvent pas d'interprète parce que tous les jeunes chanteurs, toutes les jeunes chanteuses veulent écrire leurs chansons eux-mêmes et souvent, malheureusement, ils ne le feront pas bien. Donc j'espère qu'on va revenir à des schémas un petit peu plus simples,
où, alors bien sûr qu'il y aura des auteurs, compositeurs, interprètes, des autrices, compositeurs, interprètes, bien sûr. Bon, j'ai rien contre, hein, je ne suis pas en train d'écrire. Je dis simplement que tout le monde n'a pas forcément ces trois talents-là en même temps. Et j'espère, bon, là actuellement je suis en train de travailler avec 4 jeunes, bon, 3 femmes et un homme, bon, pas choisir, hein, bon, c'est comme ça. Je suis content, hein, bon. Et bon, alors ce sont des gens qui coécrivent, c'est-à-dire qu'on écrit leurs textes ensemble, aussi bien pour les unes que pour l'autre. Voilà. Alors ça, c'est plutôt intelligent parce que c'est vrai que les 4 dont je parle, ce sont de très bons artistes, très bons interprètes, qui en général, bon, musicalement, sont plutôt doués. Mais bon, quand ils écrivent seuls, c'est pas génial. Franchement, c'est pas génial. Et le fait, bon, d'avoir une plume un peu plus aguerrie avec eux, je pense que ça les aide beaucoup. Donc peut-être qu'on est en train de revenir petit à petit à des choses plus sages et plus intelligentes, tout simplement, parce que comprendre ça, c'est quand même pas bon, très difficile. Que ces 3 dons-là, bon, on les a pas forcément tous les 3 en même temps. Donc, à part ça, bon, je crois qu'il faut beaucoup bouger. Il faut aller voir. Je parlais des scènes ouvertes tout à l'heure. Tous les endroits où les jeunes chantent. Et puis essayer de créer des ponts, des collaborations. Moi, c'est comme ça que j'ai connu Dassa, finalement. C'est comme ça que j'ai démarré. Le premier des 2 qui a entendu chanter l'autre, c'est pas moi qui ai entendu chanter Dassa, c'est Dassa qui m'a entendu chanter. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Donc, je pense que... Et puis alors, il faut persévérer. Faut pas se décourager. Je pense qu'il n'y a pas de génie méconnu. Enfin, ça, des génies, on a 1 ou 2 par génération, mais il y a des talents qui se découragent. Ça, c'est vrai. Alors, bon, moi, j'ai eu la chance de ne pas me décourager. Et comme disait mon ami Brel, et nous voilà ce soir. Voilà. Merci. Voilà. Mais bon, j'espère que ça va un petit peu s'éclaircir, tout ça, et que beaucoup de jeunes interprètes prendront à nouveau des chansons des autres. Parce qu'en plus, le métier d'interprète est formidable. Quelqu'un comme Reggiani, dont je parlais tout à l'heure, il n'a jamais écrit une chanson de sa vie. Mais qu'est-ce qu'il a pu imprimer comme personnalité à tout ce qu'il a chanté. Là, il y a un mois, j'ai organisé à la SACEM un hommage à Reggiani parce que c'était ses 100 ans. Il aurait été centenaire. Bon, alors il y avait beaucoup de jeunes dans la salle. Et à un moment, j'ai passé des extraits de Serge sur scène. Et ils ne l'avaient jamais vu, forcément. Ils ont été mais sidérés de voir la force de ce mec en train de chanter. Alors, pas seulement la force dramatique, émotionnelle, mais aussi la force comique, parce qu'il y avait des chansons drôles. Et ils n'avaient jamais vu ça. Quand ils ont vu ça, ils étaient mais pliés, hein, vraiment, vraiment. C'était assez extraordinaire de découvrir ça. Et c'est la même chose si aujourd'hui vous passez... Alors, moi, je l'ai vu sur scène, en réalité, Jacques Brel, bon... Bon, alors, il y a des vidéos, tout ça, des extraits de concerts, mais ça ne donne pas, évidemment, la même émotion que quand on le voyait réellement, quoi. Ça, c'était des gens qui, vraiment, sur scène, avaient une force, un impact, mais incroyable. Incroyable. Mais c'était des gens qui interprétaient les chansons, qui les vivaient. Aujourd'hui, bon, c'est quand même plus rare. Aujourd'hui, on a plus tendance à... D'ailleurs, vous savez, il y a un glissement sémantique qui est assez intéressant. Dans le temps, on ne disait pas concert, on ne disait jamais concert. On disait un tour de chant, un spectacle. On peut voir un spectacle de Jacques Brel, un tour de chant. Concert, ça veut dire quelque chose. Hein. Ça veut dire que c'est essentiellement de la musique. Hein, et que le chanteur ou la chanteuse, bon, la chanteuse ou le chanteur, est un instrument de plus, un instrument vocal. Des gens qui jouent leurs chansons, qui les vivent, il y en a quand même moins. Et bon, c'est une chose peut-être à laquelle il faudrait penser, parce que, encore une fois, je vous dis, l'autre jour, quand j'ai passé ces extraits de chansons enfin pas de Reggiani, puisqu'il n'a jamais écrit de chansons, mais chanté par Reggiani, il y avait
c'était dans la salle une sidération. Ouais. Et bon, je pense que ça veut dire quelque chose quand même. Bon, donc je pense que, ouais, bon, il y a toujours de l'espoir pour les gens qui écrivent des chansons. Faudrait que les choses évoluent un peu. Mais bon, elles évoluent toujours, de toute façon. Les situations sont jamais figées, jamais, jamais, jamais. Bon, la mode est comme ça aujourd'hui. Bon, dans 10 ans, enfin bon, je serai peut-être plus là, mais en tout cas, je pense qu'on reviendra, bon, certainement à d'autres façons de concevoir le métier. Bon, il y a 5 ans, ça faisait très bien d'avoir des trous dans les genoux. Aujourd'hui, ça commence à faire vraiment ringard, quoi. Bon, les choses évoluent. Bon, c'est comme ça. Tant mieux, tant mieux. Il faut que ça bouge, hein, tout le temps, tout le temps. Moi, bon, j'ai aussi, bon, ça fait 56 ans que je fais ça maintenant professionnellement. Bon, j'écris quand même plus tout à fait pareil aujourd'hui qu'il y a 56 ans, clairement. Oui, pardon. Je voulais vous poser une autre question par rapport à votre processus d'écriture ou de création avec des artistes différents. Vous aviez évoqué avec Johnny Hallyday que vous coécriviez les chansons. Est-ce qu'avec avec Johnny, je les écrivais seul. Hein. Bon. Ah ouais, mais sur des musiques et sur des musiques déjà élaborées, déjà écrites. Oui. Et est-ce qu'il y avait des processus de création complètement différents avec d'autres artistes ou non? Non, des processus, non. Bah, c'est moi qui ai écrit, donc moi, c'est ma façon à moi, hein, clairement. Alors, ce qui est un peu difficile, c'est d'écrire pour quelqu'un, c'est-à-dire évidemment, il faut écrire quelque chose qui dans sa bouche soit crédible, bon, et en même temps, évidemment, avec son style à soi. Bon, c'est sûr que ce que j'écrivais pour Johnny ne ressemblait pas à ce que pouvaient écrire pour lui d'autres auteurs. Bon, on a toujours évidemment notre patte à nous, notre façon de... Ça y est, je suis repéré, ils viennent me chercher. Pourtant, je me suis fait tout petit. Hein. Bon. Bon, quelle que soit la personne pour qui j'écris, c'est quand même toujours... Alors, excusez-moi, c'est pas prétentieux ce que je vais dire, un Dulemel. Bon, voilà, c'est ma patte. Mais c'est sûr que si j'écris pour Dassin ou que si j'écris pour Michel Fugain, par exemple, ça va pas tout à fait être tout à fait la même chose. Bon. Mais enfin, les gens qui me connaissent bien me disent quand même que, bon, quand c'est une chanson de moi, en général, ils reconnaissent, quoi. Voilà. Donc, mais il n'y a pas de processus vraiment. Bon, il faut avoir évidemment un petit bagage technique, heureusement. Par exemple, il faut savoir maîtriser le mot sur la musique. Bon, un texte de chanson, c'est pas seulement un texte qui est agréable à la lecture ou qui est intelligent, qui, bon, non. Il faut aussi que ce soit un texte qui épouse totalement la musique. Bon, quand vous avez des grosses fautes d'accent tonique, par exemple, ou brusquement, en plein milieu d'une chanson, vous avez un nœud muet, criard. Bon, reprenons Johnny. Bon, c'est pas lui qui l'a écrite, mais quand il chante... Alors là, je vais chanter, attention. Hein. J'oublierai ton nom, ça va. De mille façons. Il y a quand même un truc qui va pas là, non? Ouais. Non, mais bon, vous sentez bien le problème de mettre un nœud muet sur un temps fort de la musique, ça va pas du tout. Donc il y a des petits trucs quand même, bon, qu'il faut observer, qu'il faut savoir. Il y a une part technique, heureusement. Dans tout artisanat, il y a une part technique. Bon, mais une fois qu'on a assimilé ça, après, qu'est-ce qui compte? Quand vous avez une musique, c'est de bien écouter la musique, de bien s'en pénétrer et de faire dire à la musique les mots qu'elle porte en elle. Voilà. Bon, il y a des musiques dont les mots m'ont été inspirés directement. Bon, je prends un exemple, une chanson que j'ai écrite ici, là, au 28 rue d'Assas. Bon, je sais où il est le 28. Juste là à côté.
Il est là. Bon, voilà. J'avais une musique américaine d'un certain Steve Goodman. Bon. Et Joe voulait la chanter en français. C'était une ballade et je trouvais ça très, très doux. Et en anglais, ça parlait d'un train. Ça racontait l'histoire d'un train qui parcourait les États-Unis. Voyez. Mais le train, il parlait à la première personne. Voyez. Alors, je voyais mal Joe en train de dire « je suis un train et je parcours les États-Unis ». Bon, c'était pas très crédible. Et en anglais, ça faisait « Good morning America, how are you? Please don't you know me? I'm your native son ». Bon. Et j'ai pensé plutôt à une histoire d'amour. Voilà, parce que je trouvais que la musique s'y prêtait. Or, quelques temps auparavant, j'avais eu une rupture très douloureuse avec une femme que, évidemment, j'aimais particulièrement. Bon. Et au moment où on rompait, je la raccompagne à sa voiture. Bon. On se quitte pour toujours. On sait que c'est fini, qu'on ne se reverra plus, que c'est terminé. Bon, notre histoire d'amour. Et au moment où on se quitte, où elle va rentrer dans sa voiture, il y a une dame qui est sur le trottoir qui nous fait « Salut les amoureux !» Bon. Et cette phrase m'est revenue avec cette musique. Voilà. Et j'ai écrit une chanson qui aujourd'hui encore est très reprise, qui s'appelle « Salut les amoureux ». Donc au lieu de « Goodbye America, how are you ?» c'est « On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain. Ah, demain qui vient toujours un peu trop vite, aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. » Voilà. Bon, j'ai fait ça. Et bon, ça fait 56 ans que ça fonctionne, cette chanson quand même, puisqu'elle a été reprise encore dernièrement par pas mal d'artistes, bon, dont Garou, entre autres, Bruel, Miossec, enfin, il y a beaucoup de reprises. Bon, voilà. Donc j'essaye de faire dire en mots à la musique ce qu'elle me dit déjà en notes. Voilà. Oui. Alors, pardon, ici et puis après derrière. Oui. Ah, c'est le micro baladeur. C'est cela. Bonjour. Oui. Quand vous parliez de la pérennité de l'œuvre de Dassin, qui surprend car méprisé de son vivant du fait de la popularité de ses chansons. De son vivant, bon, y a le public populaire l'adorait, hein, l'aimait beaucoup, mais il y avait toute une frange, disons, de l'intelligentsia qui le méprisait souverainement. Alors vraiment, hein, moi je me souviens d'une agression qu'il avait eue dans un restaurant par un mec dont je ne citerai pas le nom, il est encore en vie, qui lui avait dit des choses mais très très méchantes et très et absolument injustes. Eh ben justement, vous aviez dit ce qui touche juste après le peuple, c'est la plus belle chose, c'est la chose la plus honorable. Comment est-ce que vous vous placez aujourd'hui sur la question du rap français populaire et qui est souvent critiqué du fait... Sur comment est-ce que vous vous placez sur la question du rap français et des critiques adressées à certains artistes. Le rap, c'est comme tout. Bon, il y a du très bon rap, puis il y en a du moyen, puis il y en a du très mauvais. Moi, le très bon rap, j'adore. Je trouve que le rap, c'est vraiment une expression à la fois contemporaine et éternelle. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ont fait du latin et du grec, bon, les poésies latines et grecques n'étaient pas du tout bâties comme la nôtre sur des systèmes de versification avec des rimes, etc. Il n'y avait pas de rimes dans la poésie grecque, dans la poésie latine. Bon, et il n'y avait pas de versification régulière d'octosyllabes d'alexandrin. La poésie antique s'est basée sur des systèmes de scansion. Or, qu'est-ce que c'est le rap d'autre que de la scansion? Donc le rap est un retour aux sources. C'est un retour aux sources. Alors après, bien entendu, bon, il y a à boire et à manger, mais comme dans toute expression, mais dans la chanson c'est pareil, il y a de très bonnes chansons, il y en a de très mauvaises, il y en a de moyennes, bon, voilà. Bon, mais c'est complètement... À partir du moment où on se met à juger par genre, on est dans le racisme. C'est clair. Bon, non mais c'est vrai. Bon, il y a du bon partout, du mauvais partout. Bon, c'est comme ça. Maintenant, si tu dis dans le rap il n'y a que du bon, c'est ridicule aussi, quoi. Bon, mais bon, alors le genre, le mode d'expression du rap, j'aime beaucoup ça.
beaucoup ça. Aussi bien le rap français que l'américain aussi. Bon, j'ai un fils de 29 ans, lui, évidemment particulièrement fan de rap américain, ce qui n'empêche pas d'aimer la chanson française, et en particulier Jacques Brel, parce que c'est un grand fan de... Mon fils est un grand fan de Jacques Brel. Et il vit au Burundi, comme Gaël Faye. Non, enfin, Gaël Faye est burundais, mais il ne vit pas au Burundi. Oui, alors il y avait Moi, quelqu'un... Sinon, j'ai le micro juste là. J'avais une question juste là. C'est qui? Ah, Juste pardon. là. Oui, Excusez-moi. Juste là, on sait, comme ça Juste à votre sort droite. dans les haut-parleurs, on ne sait pas d'où ça vient. Exactement. Moi, j'avais une question sur, à l'époque où vous travailliez avec Jodassin, qu'est-ce Oui. que vous écoutiez comme musique? C'était quoi vos influences? Oh, alors, les influences, bon, c'est autre chose. Ce que j'écoutais, les influences, c'est deux choses différentes. Moi, bon, j'ai démarré dans la chanson parce que j'étais fan de Jacques Brel, hein, ça je ne le cache pas. Donc la personne, à mes débuts, qui m'a influencé, c'est lui. Bon, incontestablement. Bon, maintenant, alors mes goûts sont très éclectiques. J'écoutais évidemment de la chanson à l'époque, beaucoup, mais aussi du jazz, mais aussi, bien sûr, de la musique anglo-saxonne. Hein. Bon, j'étais vraiment un grand fan des Beatles, par exemple. Bon, mais aussi beaucoup de classiques. Et j'écoute toujours beaucoup de classiques. Bon, je vais écouter les concerts, je vais à l'opéra, mais bon, j'ai des goûts très éclectiques parce qu'encore une fois, c'est ça l'humanisme. C'est ça l'humanisme. Bon, et je trouve vraiment mon bonheur dans tous les genres, mais dans, évidemment, ce qu'il y a de mieux. Bon, là, dimanche prochain, je vais voir bon, quelqu'un que vous connaissez peut-être pas, mais bon, si vous ne le connaissez pas, écoutez, qui s'appelle Richard Gottener. Bon, c'est un merveilleux auteur qui écrit des paroles assez drôles, très impertinentes sur de la musique un peu rock. J'adore ça. J'adore ça. Bon. Puis demain soir, je vais voir une lecture de Camus. Bon, voilà. et la semaine prochaine, je vais écouter La Flûte enchantée à l'Opéra Bastille. Bon, j'ai pas d'exclusif, quoi. Pas du tout. Non, non. J'essaye dans tous les genres de trouver ce qui... Bah, enfin, je veux dire, je suis pas maso, quoi. J'essaye de trouver ce qui peut me faire plaisir. Voilà. Bon, bah, maintenant, je suis comme tout le monde. Hein. J'ai mes goûts à moi, mais enfin, ils sont assez larges quand même. Ils sont assez larges. Voilà. Puis je reçois beaucoup de choses aussi. Hein. Je reçois énormément. Il y a énormément de jeunes qui m'envoient des chansons à écouter, des textes à lire. Et alors, contrairement à la plupart de mes confrères, j'écoute tout et je lis tout. Voilà. Alors, comme ils le savent, bah, ils m'en envoient plein. Et puis, je passe une bonne partie de mon temps à ça. Il y a des choses très bien. C'est pas le cas. C'est pas toujours le cas. Il y a des trucs où on se passerait bien de les écouter. Mais enfin, bon. C'est une philosophie. Bon, il faut être fidèle à sa philosophie de la vie, je crois. Bon. J'essaye. Oui. Bonsoir. Alors, c'est... bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous pensez quoi maintenant du monde de la musique aujourd'hui avec le streaming, etc. Ah, ça, c'est autre chose. C'est pas le monde de la musique, c'est la diffusion de la musique. Ouais. Bah, chaque époque a sa manière de diffuser les œuvres. C'est complètement idiot de vouloir des retours en arrière. Bon. Aujourd'hui, bon, c'est ainsi que les œuvres souvent sont diffusées, que les gens peuvent en prendre connaissance, et on ne va quand même pas se plaindre du fait que les gens puissent prendre connaissance de beaucoup d'œuvres. C'est vrai que pour les jeunes, il y a quand même une exposition possible des œuvres qui est bien plus importante qu'à mon époque. Bon, alors, bon, il y a évidemment le problème de la rémunération. Bon, le problème du droit d'auteur, c'est sûr que pour l'instant, le streaming est très peu rémunérateur.
Bon, j'espère que ça viendra, parce qu'il faut quand même que les jeunes qui exposent leurs œuvres puissent, comme moi j'ai eu la chance de le faire, en vivre, s'ils ont décidé d'en faire le métier. Si, bon, c'est un passe-temps, un hobby, un violon d'ingre, bon, il n'y a pas de problème. Mais s'ils ont décidé d'en vivre, bah, il faut qu'ils puissent en vivre. Pour l'instant, ce n'est pas le cas avec le streaming. Mais bon, évidemment, on fait tout pour que ça puisse un jour être rémunérateur. Mais en tout cas, en tant que moyen de diffusion, il faut surtout pas essayer d'arrêter le progrès. On ne peut pas. et bon, c'est une façon nouvelle d'exposer les œuvres, et c'est très bien. Mais du coup, vous préférez à votre époque ou maintenant? Je préfère mon époque parce que j'avais 20 ans, mais pas pour le reste. Non, puis même en plus, je dis une connerie parce que c'est pas vrai. Je n'étais pas si bien que ça à 20 ans. Et je suis très content de ma vie d'aujourd'hui. Et mes 77 ans ne me pèsent pas tant que ça, sauf que c'est la dernière année où je peux lire Tintin. Mais enfin, ça, bon, c'est pas bien grave. Mais vous savez pas pourquoi? Parce que le slogan du journal Tintin, c'était le journal des jeunes de 7 à 77 ans. Voilà. Donc je suis dans la dernière année, là. Mais non, faut pas comparer les époques. Alors, à partir du moment où quelqu'un commence à dire de mon temps, etc., là, il est perdu. Complètement con. Bon. Mon temps, c'est maintenant. Voilà. J'ai des souvenirs, de très beaux souvenirs, mais mon temps, c'est maintenant. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Bonjour. Moi, j'aurais aimé savoir si vous avez jamais eu dans votre vie des regrets, parce que vous avez un métier qui est d'écrire des chansons pour les autres et de ne pas les interpréter sur scène vous-même, et du coup d'avoir un public qui se fidélise autour de votre nom. Et du coup, j'aurais aimé savoir si vous avez eu des regrets par rapport à ça, entre guillemets, d'écrire et de faire la carrière de grands artistes et de grands auteurs, mais de jamais avoir la reconnaissance potentiellement que vous méritiez. Ça, je m'en fous complètement. J'ai passé ma vie à fréquenter des stars. Alors, il y a des stars françaises, mais aussi des stars internationales. Bon. Et franchement, j'ai jamais eu envie d'être à leur place. Hein. C'est assez chiant d'être connu. Bon, on n'est jamais tranquille, on est toujours observé. Bon, vous allez au resto, les gens regardent si vous tenez bien votre fourchette, si votre copine est jolie ou pas. Non, je les envie pas du tout. Parce que, bon, moi, je fais ce qui me plaît, je fais le métier que j'aime, j'écris des chansons. Il arrive quelquefois qu'elle touche les gens. Bon, il y a beaucoup de gens quand même qui me disent merci pour vos chansons, ça m'a aidé à vivre. C'est surtout ça qui est chouette finalement. Bon, je crache pas sur les droits d'auteur. Je suis très content de gagner ma vie avec mes chansons aussi. Bon, je la gagne gentiment. Je suis pas... parce que les gens s'imaginent aussi qu'on est milliardaire, ce qui est complètement faux. Bon, non, je gagne ma vie convenablement. Bon. Mais la plus grande récompense, c'est quand les gens viennent vous dire merci beaucoup, merci. Vos chansons nous ont aidés à vivre. Ça fait du bien. On se dit qu'on a quand même qu'on a servi à quelque chose. Mais tu vois, par exemple, bon... Il n'y a pas longtemps, j'étais dans le métro, et puis j'étais dans le couloir. Il y avait un mec qui avait une guitare, comme ça, en bandoulière, puis il chantait ce que je vous ai chanté tout à l'heure. Là. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement. Alors je suis arrivé, puis je lui ai donné une pièce de 2 €, et puis je lui ai dit, de la part de l'auteur. Et le mec, il ne m'a pas cru. Il ne m'a pas cru. Parce que... Le mec qui a écrit ça, il ne peut pas prendre le métro. Bah oui, bah si. Et l'autre jour, j'avais mon marchand de légumes aussi. Bon, je lui ai acheté mes primeurs, voilà. Puis alors, il était en train d'écouter l'été indien, le gars. C'était un jeune, il avait
28-30 ans. Alors, je paye mon radis noir, et puis je lui dis, tiens, c'est marrant, parce que la chanson que vous écoutez, c'est moi qui l'ai écrite. Oh. Bon, les gens, ils ne croient pas. Mais franchement, ça m'est égal. Le succès, c'est pas marrant. Donc, on a les avantages quand même du succès, parce que, bon, quand une chanson marche, c'est quand même agréable de le savoir. Mais on n'a pas les inconvénients. Donc, non, ça m'a jamais embêté. Non. Mais il faut croire qu'il y a des gens qui s'embêteraient, puisque c'est une question qu'on me pose assez souvent. Mais je m'en fous, non. Je m'en fous. Là, bon, alors il y a des amis, même si t'es très connu, etc. Et alors, bon, 2 minutes plus tard, j'ai un coup de téléphone, et alors la personne me dit « Ah oui, allô, monsieur Le Mesle ?» Et je dis « Bon, tu vois, non. Les gens ne me connaissent pas. » C'est tout, c'est pas grave. On ne fait pas des métiers pour être reconnu dans la rue. On fait des métiers pour faire plaisir aux gens et que nos chansons soient chantées. Et bon, comme sur ce plan-là, je suis assez gâté. Voilà. Alors. Oui, bonsoir monsieur, moi j'ai une autre question. Oui. Je suis ici. Ah oui, d'accord. En fait, vous en avez un peu parlé sans trop en parler, mais en fait j'ai l'impression que la plupart des chansons vraiment parlent d'amour, et je voulais savoir si c'était le cas des chansons que vous aviez écrites, et si oui, pourquoi? Alors là, j'ai écrit des chansons, mais sur énormément de sujets. Non, c'est loin d'être que des chansons d'amour. J'ai écrit vraiment, non. Bah, tout ce qui me trouble, tout ce dont j'ai envie de parler, tout ce qui me passionne. Non, vraiment là, je vais faire plaisir à Bernard. Bon, je vais chanter au Forum Léo Ferré à Ivry le 18 novembre parce qu'on m'a demandé de le faire. Bon. Et j'ai un tour de chant très éclectique. Très éclectique. C'est loin d'être que des chansons d'amour. Bon, la première chanson que je vais chanter s'appelle « Faut faire avec ». C'est une chanson que j'ai écrite avec Beko. C'est pas du tout une chanson d'amour. Et puis, il y a une chanson, par exemple, bon, vous connaissez pas, que j'ai écrite pour Michel Fugain, qui s'appelle « La bête immonde ». Bon, qui est quand même une chanson très... forte et engagée, bon, je vais la chanter aussi. Évidemment, je ne suis pas Michel Fugain, je ne la chante pas comme lui, mais je vais la chanter. Voilà. Et bon, non, j'ai écrit sur tous les sujets qui me turlupinent, et il n'y a pas que l'amour qui me turlupine. Il y a plein de trucs. Il y en a des choses à dire quand même. Hein? Non. Mais bon, évidemment que j'ai écrit aussi des chansons d'amour, mais vous savez, c'est pas toujours facile. Parce qu'on en a tellement parlé, pour trouver un angle nouveau. Bon. Salut les amoureux, ça a marché parce que c'était une chanson de rupture, mais qui se passait apparemment bien. Aux adieux qui, quelquefois, se passent un peu trop bien. Donc c'est pour ça que ça a marché. C'est parce qu'elle tranchait sur les autres. Mais sinon, faire une chanson d'amour originale... hein, c'est pas simple, hein. Mais non, je suis très éclectique aussi dans mes sujets. Voilà. Mais bon, c'est pas toujours les plus connus. Voilà. Mais pour Reggiani, par exemple, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Le Barbier de Belleville, qui est une parodie d'opéra. Bon, c'est pas du tout une chanson d'amour. Bon, entre autres. Voilà. Bonsoir. Combien de chansons en tout? En tout, 4000 à peu près. Oui, pardon. Oui, non, bonsoir. Oui, juste du coup, vous nous avez parlé des artistes que vous affectionnez de nos jours. Oui. Et de toutes les chansons que vous avez écrites. Et du coup, je me demandais juste si vous continuez à écrire actuellement pour des artistes plus récents. Et si oui, du coup, lesquels? Là, il y a les 4 jeunes dont je viens de parler. Mais là, dernièrement, j'ai écrit aussi 2 chansons qui vont sortir là, la semaine prochaine pour Michel Sardou.
des chansons toujours avec Michel Fugain, des chansons avec Nana Mouskouri, avec plein d'autres que j'oublie, hein, parce que bon, des fois quand on me pose la question à brûle pour point comme ça, j'ai écrit une comédie musicale avec Patrice Lecomte, je ne sais pas si vous connaissez, le réalisateur de films, qui est un mec formidable, que j'adore, j'ai adoré travailler avec lui. J'ai écrit une autre comédie musicale avec Gilbert Montagnier, vous savez, le pianiste non-voyant. Non, je travaille beaucoup encore, ouais, beaucoup. Avez-vous encore une question à poser? On s'était donné 7h30, donc voilà 2-3 questions. Non, mais bon. On peut, mais mademoiselle voulait poser des questions. Est-ce que tu es pris par le dîner avec notre Non, j'ai jusqu'à 8h. Bon, alors ça après, va. Ça dépend de vous. Hein. Moi, non, mais jusqu'à 8h, c'est bon. Alors voilà. Non, ce que je croyais que tu avais avec. Non, aller voir Jean-Michel. Non. Iris. Oui. Non, j'ai pas de questions. J'ai vu une main se lever. Allez, les bains qui se lèvent, vite. Alors, t'en vois. Toi, tu voulais parler. Oui, vas-y. Vous nous avez parlé des chansons à succès, mais des chansons subversives dont vous êtes fiers. Est-ce qu'il y en a quand même une qui a... Non, je crois pas. Subversive, je sais pas si on peut dire ça. Mais en tout cas, bon, des chansons. J'aime pas. Alors, je déteste le terme chanson à message. Je trouve ça prétentieux. Qui je suis, moi, pour délivrer un message? Mais enfin, en tout cas, des chansons qui développent des idées sérieuses, voire graves. Non, qui ont marché, je ne crois pas. Bon, La Bête immonde, Fugain la chante beaucoup, mais elle n'a pas eu les honneurs des antennes. Mais moi, chaque fois que je dois chanter, je la chante, hein, à chaque fois. Bon. Et alors, quand lui la chante en public, ça fait un succès extraordinaire. Mais bon, on ne peut pas dire que les médias la passent, quoi. Bon. Mais j'en ai écrit beaucoup de chansons comme ça. Mais ce n'est pas celles, en général, qui ont les honneurs de l'antenne. Voilà. Est-ce que les textes je suis pas rappeur, moi, alors donc, bon, voilà. Je suis pas dans la bonne catégorie. Les textes de tes chansons sont accessibles? Comment? Ils sont accessibles, oui. Enfin, sur Internet, il y a pratiquement tout. Mais alors, souvent, il y a des fautes, hein, dans les textes. Dans les textes? Ah ouais, souvent, il y a des fautes. Alors, ça, on me l'a demandé aussi, de publier un recueil avec mes chansons. Ouais. Mais c'est très compliqué. Parce que d'abord, bon, j'ai beaucoup d'éditeurs différents. Parce que vous savez, malheureusement, les chanteuses et les chanteurs, ils ont tous leurs éditions. Alors donc, chaque fois que tu fais une chanson pour un tel, c'est chez lui. Et bon, alors pour réussir à réunir tout ça, c'est difficile. Alors, il y a Universal qui avait publié en 2014 un triple CD où il n'y avait que mes chansons. Ils avaient fait une série sur les auteurs. Alors, c'était Claude Lemel et ses interprètes. Donc, il y avait 48 chansons. Mais là, c'était chanté. Des recueils, il n'y en a pas. Je crois que techniquement, ce n'est pas facile. Et ensuite, bon, il faut être assez lucide aussi. Je pense que malheureusement, il n'y aurait pas beaucoup de clients pour ça. Les gens qui achètent des textes de chansons comme ça, moi, je vois même des très grands. Par exemple, j'étais très ami avec Guy Béard, qui était un très grand auteur de chansons. Bon, il a sorti un recueil avec tous ses textes. Bon, ça n'a pas eu beaucoup de succès. Serge Lama a fait pareil aussi, un recueil. Alors les très 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 grands, oui, des recueils de Brassens, de Brel, bon, ça se vend un peu. Mais moi, bon, il faut être honnête, c'est pas de la fausse modestie, hein, mais je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de clients, non. Non, mais c'est un très beau travail de recherche. Effectivement, c'est typiquement un étudiant qui fait un doctorat sur effectivement le recueil de chansons et un travail raisonné, comme on le fait de la peinture, ça me semblerait tout à fait pensable. Hein. Il y a un étudiant de Bordeaux qui avait commencé à faire une espèce de travail sur mes chansons. Oui, bon, je ne sais pas où il en est. Moi, j'ai rien contre. Hein. Bon, on est toujours content de voir que son travail est apprécié. Mais enfin, bon, il faut rester modeste. Je ne suis pas sûr que ça rencontrerait beaucoup de succès. Bon.
Non, mais en dehors du succès, il y a le fait d'une postérité d'une œuvre qui doit au moins continuer d'exister à travers, je dirais même, les bibliothèques, enfin à travers le système d'archivage en France de ce qui doit compter. Parce que finalement, une œuvre comme la tienne de 4000 chansons, dont un certain nombre ont marqué complètement les esprits, qui ont été chantés par les plus grands, ça fait partie du patrimoine sociologique d'un pays, si tu veux. Moi, c'est à ce niveau-là. Sans doute, mais alors j'ai gardé tous mes cahiers de brouillon depuis 1967, donc depuis mes débuts quasiment, quoi. Donc ça fait 55 ans, et j'ai absolument tout. Alors après, quand je serai plus là, bon bah c'est mon fils qui s'en occupera. Je ne sais pas ce qu'il en fera. S'il va les conserver ou si... L'essentiel, c'est qu'il soit connu, que ça existe. Le problème, souvent, c'est que, en fait, on ne sait pas que ça existe. Et qu'il faut un hasard pour qu'on sache que tel ou tel a effectivement préparé, pour ainsi dire, la mémoire de son œuvre. Mais si personne n'en sait rien, un beau jour, ça finit... Ah non, mais je l'ai dit déjà. Et puis mon fils le sait. C'est lui qui s'occupera de ça, de toute façon, quand je ne serai plus là. Mais tous mes cahiers... sont classés dans l'ordre chronologique du premier cahier qui a été commencé en juin 67 au tout dernier sur lequel je suis en train d'écrire actuellement, qui est le 106e et que j'ai commencé en mai 2022. Voilà, donc je suis au 106e cahier. Voilà. Vivement. Il y avait encore deux, trois questions dans la salle, je crois. Oui, vas-y. Là, au fond, Mathieu, c'est mademoiselle là-bas. Je ne sais pas qui. C'est vous qui avez le micro. Je sais pas. Oui, je l'ai déjà. Ah oui, déjà arrivé. Bonsoir. Du coup, moi, j'ai une question plutôt concernant l'écriture à proprement parler. Comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre écrire pour quelqu'un d'autre et trouver les mots de quelqu'un d'autre sans s'effacer complètement et en gardant son style? Ah, bon, j'ai déjà un tout petit peu évoqué le sujet. Je crois que c'est toujours un doux mélange des deux. Bon, si vous voulez, quand vous écrivez un film, bon, vous écrivez des dialogues pour un certain nombre de personnages. Ce sont des personnages différents que vous devez faire parler différemment. Mais c'est quand même toujours le même dialoguiste. Bon, ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je suis comme un dialoguiste. Je fais parler avec mon style différentes personnalités, sauf qu'ils ne jouent pas dans le même film. Bon. Mais enfin, c'est quand même une chose qui a intrigué beaucoup dans le temps. Bon, ils sont morts tous les deux, hein, mais les journalistes m'ont posé souvent la question « Ah, comment avez-vous pu écrire à la fois pour Reggiani et pour Carlos ?» Et je leur disais bah, « Écoutez, Molière, il a écrit Le Misanthrope, mais il a écrit aussi Les Fourberies Scapin. Les Fourberies Scapin, c'est le sac, c'est qu'allait-il faire dans cette galère, c'est les coups de bâton, c'est tout ça. Bon, c'est la grosse farce. Bon, alors, Reggiani, c'était mon Alceste, et Carlos, c'était mon Scapin. Voilà, sauf qu'ils ne jouaient pas dans la même pièce. Et ce qui est formidable, c'est d'avoir les deux. C'est d'avoir les deux, c'est-à-dire de pouvoir à la fois écrire pour quelqu'un d'assez grave, comme Reggiani, quoique j'ai aussi écrit des chansons plutôt humoristiques pour Reggiani, parce qu'il avait ce talent-là également. Et puis, Carlos, bah, des chansons plus légères. Et Dieu sait si on en a besoin de chansons légères, parce que souvent la vie est un peu pesante. Et il y a une chose... bon, il y avait un ami metteur en scène, Serge Corbert, qui m'avait consacré un film. Et Maxime Le Forestier, qui est un de mes amis, disait dans ce film que pour moi, ça avait été beaucoup plus dur d'écrire Big Bisou que d'écrire L'été indien. Et il a raison. C'est beaucoup plus difficile d'écrire une chanson festive que d'écrire une chanson sérieuse. Beaucoup plus. Beaucoup plus. Et ça n'a rien à voir. Donc, je suis content de pouvoir faire les deux. Mais très franchement, je n'ai jamais eu l'impression que je change d'interprète très souvent, bon, ce qui est mon cas, et puis c'est une chance, de trahir ma façon à moi, mon style. Non, non. Je pense que c'est toujours tout de même ma façon de me servir des mots, de me servir des expressions, de faire des
détournements d'expression, etc. Bon, non, j'ai vraiment jamais eu l'impression de sortir de ma personnalité pour adopter celle des autres. C'est vraiment un doux mélange des deux. Mais je vous dis, comme dans un film avec des comédiens différents, quoi. Voilà. Tout de même, Audiard, par exemple, on le reconnaît, quoi. Bon. Voilà. Mais alors, tu veux parler? Qui est encore là-bas? Vas-y, donne ta question. Pardon. Ah, oh bah c'est très simple. Bon, enfin. Oui, alors elle a demandé, parce qu'il n'y avait pas de micro, que si je pouvais expliquer le lien entre les maisons de disques et la SACEM. Alors, bon, d'abord, des maisons de disques, il n'y en a quasiment plus. Hein. Bon, il n'y en a plus que 3. Bon, il y a beaucoup de producteurs indépendants aujourd'hui, et il y a beaucoup de... soyez un peu patients, ça va bientôt, le supplice va bientôt se terminer. Il y a beaucoup de jeunes qui font du crowdfunding, c'est-à-dire qui produisent leurs disques eux-mêmes à travers un appel à des gens. Ça, bon, moi, comme je fais beaucoup d'ateliers d'auteurs, j'arrête pas de donner des sous pour les jeunes qui préparent des albums ou des EP, etc. Bon, donc les maisons de disques, bon, elles versent à la SACEM le pourcentage qui est négocié, donc, mais au nom pas maison de disques par maison de disques. Bon, avec l'ensemble des maisons de disques, le syndicat national des producteurs de disques, elles versent un pourcentage qui est destiné aux auteurs et aux compositeurs. Parce que aujourd'hui, on confond très souvent interprètes et auteurs et compositeurs. Ce n'est pas toujours les mêmes. Bon, et donc, à partir du moment où un chanteur ou une chanteuse chante des chansons de quelqu'un d'autre, il faut bien qu'un organisme soit là pour le rémunérer. Parce que les maisons de disques ne payent pas les auteurs. Pas du tout. Bon. Donc, par exemple, là, les chansons de Sardou qui vont sortir la semaine prochaine, bon, il va en vendre tant, j'en sais rien, mais j'espère qu'il en vendra pas mal. Et puis, la SACEM me versera le pourcentage, donc qui me revient. Voilà. Donc, la SACEM rémunère les auteurs et les compositeurs en fonction de la diffusion de leurs œuvres. Et bon, il faut bien dire que si la SACEM n'avait pas existé, je ne serais pas là ce soir en train de vous parler. Hein. Bon, c'est quand même une grande avancée française, ça, le droit d'auteur. Ça a été créé, comme vous le savez, par Beaumarchais, hein, le 3 juillet 1777. Bon, et la SACEM elle-même, donc en ce qui concerne la musique, a été créée en janvier 1851. Et donc, c'est grâce à la SACEM que des gens qui écrivent pour les autres, comme moi, peuvent vivre de leurs chansons. Sinon, on ne pourrait pas. On serait obligé d'avoir un mécène, comme dans le temps. Et je ne sais pas si vous avez vu le film de Miloš Forman qui s'appelle Amadeus, qui est un chef-d'œuvre. Bon, et à un moment, Mozart est engueulé par son mécène, qui s'appelle l'archevêque Colloredo. Et l'archevêque Colloredo dit à Mozart, n'oubliez pas, Mozart, que vous portez ma livrée. La livrée, vous savez ce que c'était? C'était le costume des valets. À l'époque, les créateurs étaient les valets des grands, des princes. Alors moi, je ne veux plus jamais être le valet de qui que ce soit. C'est pour ça que je soutiens le droit d'auteur et la SACEM. Voilà, parce que c'est mon indépendance. C'est mon indépendance. Donc tout ça est très simple. Hein. C'est des contrats qui sont passés entre les maisons de disques et la SACEM qui versent un pourcentage qui nous revient, à nous. Voilà. Ben enfin, on ne gagne pas grand-chose avec les disques, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. C'est très très peu. Le pourcentage, malheureusement, est très petit. Oui. Bonsoir. Bon. J'avais une dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que déjà, vous avez déjà écrit des chansons engagées? Et du coup, si vous l'avez déjà fait, dans quelle cause vous vous êtes engagé avec l'une de vos chansons? Je crois que j'en ai parlé déjà. Ah. Quel sujet qui te... Essentiellement, bien évidemment,
tous les intégrismes, tous les ostracismes, toutes les violences, tout ça. Bon, je citais La Bête immonde tout à l'heure, mais il y en a d'autres, hein, comme Les Très Hauts, par exemple, qui est une chanson très, très dure. Bon, j'ai fait aussi des chansons ponctuellement à l'époque, vous savez, bon, vous n'étiez pas né encore, mais il y avait cette mode des chansons pour des causes comme l'Éthiopie et tout ça. Donc j'en avais fait une pour les femmes. J'en ai fait beaucoup, hein. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aime pas le mot chanson engagée, j'aime pas le mot chanson à message, je trouve ça prétentieux. Ce sont des cris. Ce sont des cris qu'on pousse parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on est en colère, parce qu'on a envie de gueuler. Voilà. Bon. Vous savez ce que disait Brel, hein? Brel disait « Les messages, je les laisse au facteur ». Voilà. Et on ne peut pas dire quand même que dans sa vie, il ne soit pas engagé. Mais j'essaye quand même de garder par rapport à tout ce que je fais le plus d'humilité possible, quoi. Qui je suis, moi, pour donner des leçons aux autres? Non, je ne donne pas de leçons. J'ai horreur de ça, d'ailleurs. Parce que quelqu'un qui fait une chanson engagée en venant m'expliquer que la guerre, c'est mal et que le racisme, c'est mal, oh, je suis désolé, je le savais. Bon. Donc, si j'ai quelque chose à dire, j'essaie d'aller un peu plus loin quand même. Et je vous dis, je pousse des cris. Je ne délivre pas de message. Je pousse des cris. Merci ça me semble plus important et plus humble. Plus dans la ligne d'humanisme que j'ai envie de suivre depuis mon Hippocagne et ma Cagne. Voilà. Où c'était quand même déjà des débuts de parcours humaniste, ça, me semble-t-il. Bah écoute, je pense que ce mot d'humanisme nous réunit tous et nous réunit dans cette maison particulièrement. Et je sais aussi que ce genre de rencontre, que cette rencontre ne sera pas oubliée par nos étudiants qui sont ici présents, et que ça fait partie de ces rencontres qui ensuite continuent à être travaillées dans son esprit. Et on se dit, mais j'y étais ce jour-là, il s'est passé quelque chose. Et souvent, c'est une des choses que tu as dites, qui est une graine qui tombe dans le cerveau de tel ou tel et qui, à un moment donné, dit, là, il m'a rendu non pas un service, mais il m'a fait comprendre quelque chose, il m'a fait sentir quelque chose que vous développerez ensuite à travers votre propre travail. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi de voir comment un créateur, un vrai créateur, 4000 chansons, des succès pareils, ne vous rendent pas la tête grosse, et comment vous pouvez rester, comme je dis au départ, le mot que tu disais, non seulement timide, mais d'une certaine modestie qui est en dessous de la valeur, naturellement, de tout ce que tu as apporté. Parce que pensons à toutes ces personnes qui, aujourd'hui, en France, ont une chanson de Claude Lemel en tête. Ils ne savent peut-être pas c'est Claude Lemel. Ils pensent c'est Dassin, c'est Sardou, c'est Brel, ouais, etc. Mais bon, Et c'est ça qui est le plus important. C'est comment avoir ce bonheur de résonner à l'intérieur, si vous voulez, de la mémoire de chacun. On prend un mot, 3 mots. Tout à l'heure, je disais, et si tu n'existais pas, les étudiants, et d'un seul coup, ça chante dans l'esprit. C'est ça qui est absolument extraordinaire dans cette chanson. Il faut bien y penser à cela, parce que les plus grands auteurs, romanciers, etc., bon, vous vous souvenez des personnages, vous vous souvenez en gros du thème, mais dans une chanson, vous le vivez à l'intérieur de vous-même, il y a une incarnation. Et c'est ça qui me semble être tout à fait passionnant dans cette approche. Mais je crois qu'on a surtout beaucoup de chance. Moi, tous les matins, je me lève en me disant, mais c'est quand même incroyable. J'ai mon âge, j'ai 77 ans, et aujourd'hui, je vais me lever et je vais faire des chansons. Alors, comment est-ce qu'on peut se la péter? C'est pas possible. On peut pas. C'est une chance formidable. Voilà, c'est une chance formidable. Donc, moi, je dis pas bravo moi, je dis merci la vie. Ben nous, on te dit bravo toi. Alors, je vais en faire une. Tu en fais une? Je vais en faire une. Ben, si vous voulez m'écouter, hein. A cappella. A cappella.
Alors justement, la bête immonde. Donc, s'il vous plaît, comme c'est très difficile, écoutez-moi un peu. Je vais essayer de la prendre dans une tonalité possible. Elle est vivante, elle a encore la haine au ventre, la rage au corps, la bête immonde, qu'elle tourne au loin comme un vautour ou rampe et ronge tout autour, la bête immonde. Depuis le temps qu'elle fait le trou de sa tanière grise, là-bas, ici, partout, au cœur de chacun de nous, elle est l'enfant de la bêtise qui naît sur les décombres, la bête immonde. Depuis le temps qu'on laisse faire tous les suppôts de son enfer, la bête immonde, qu'elle a vomi des Gestapo dans toutes les guerres, tous les ghettos, la bête immonde, que des salauds dans des salons lui trouvent des excuses, lui trouvent des raisons plébiscitées par des cons. Elle est la fille que la ruse a conçue avec l'ombre, la bête immonde. Oh, pleure, pleure, ma mère la terre, des larmes de siècles et de sang. Oh, pleure, pleure, des gouttes d'océan. Sur les champs qui montent des wagons, les camps, les tortionnaires, les frères qui clouent leurs frères au poteau des religions. Oh, pleure, ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde, la bête immonde. Mais qui va lui planter un pieu dans le cœur, qui va l'amputer du goût de l'horreur, elle qui étrangle les ethnies, massacre les poètes, étouffe l'homme honnête au bâillon des calomnies. Il faut lui faire sauter la tête avec sa propre bombe, la bête immonde. Depuis qu'elle nous pollue l'histoire, à coups de glaive, à coups de gloire, la bête immonde, que ton crachat sur son drapeau dépend de sa couleur de peau, la bête immonde. Depuis qu'elle rôde avec sa faux, emblème de son règne, depuis qu'elle dit je t'aime aux cagoules, aux échafauds, il faut cribler de chrysanthèmes jusqu'à ce qu'elle succombe, la bête immonde. Mais qui va lui planter un pieu dans le cœur, qui va l'amputer du goût de l'horreur. Oh, pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde, la bête immonde. Oh, pleure ma mère la terre, au fond de tes entrailles gronde, la bête immonde. Voilà. Juste avant de nous quitter, en relation avec ce que Claude vient de chanter, on n'en avait pas parlé ensemble, donc je pense que c'est vraiment, ce hasard objectif qui fait bien les choses. Je voudrais vous rappeler que le mois prochain, on reçoit Eliette Abécassis, qui est une merveilleuse amie d'abord, et qui est une romancière, une essayiste merveilleuse également. Et surtout, je voudrais, à cette occasion, en recevant Eliette dans cette maison, faire quelque chose que je voulais faire depuis plusieurs années, jamais réussi à faire, c'est-à-dire, en fin de compte, lutter contre la bête immonde de l'antisémitisme. Et donc, comme Eliette est sur justement cette position, cette ligne de crête forte, de refuser l'antisémitisme, de lutter contre elle, que toute son œuvre, le cri, etc. J'aimerais que d'abord vous soyez là, que vous réunissiez au maximum des camarades autour de cela. C'est non seulement une conférence, je dis, autour d'une immense romancière et essayiste, mais c'est aussi quelque chose à quoi je souhaite qu'on se joigne, c'est-à-dire le cri contre la bête immonde, et cette bête immonde étant d'abord l'antisémitisme, une des pires choses qui ait jamais existé, qui malheureusement maintenant l'antisémitisme a trouvé d'autres philosophies, d'autres pays, d'autres peuples, enfin, etc.,
qui ressemble malheureusement, qui ressemble un petit peu à cela. Mais enfin, c'est l'antisémitisme qui sera mis en avant donc le mois prochain. Hein. Et aidez-moi à réussir cela. Bon sang, mes petits étudiants.